Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un domaine vraiment fascinant, à la croisée des chemins entre la psychologie et l'histoire de nos familles. On va commencer par une question. A-t-on déjà eu ce sentiment étrange d'être comme bloqué, pris dans des schémas, des angoisses, des échecs qui se répètent sans qu'on puisse trouver la moindre explication dans notre propre vie? Et si en fait ce sentiment n'était pas vraiment à nous? Et si c'était un héritage? Un poids invisible qui nous a été transmis de génération en génération? Eh bien cette idée, c'est le cœur même de ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Une approche qui suggère qu'on peut, sans le savoir, porter les symptômes des traumatismes vécus par nos ancêtres. C'est une phrase assez forte, non? Ça change complètement la perspective. Nos difficultés ne sont plus seulement les nôtres, elles s'inscrivent dans une histoire bien plus grande, une histoire familiale qui nous dépasse. Alors comment ça marche concrètement? On va plonger un peu dans la théorie pour voir comment cette transmission invisible est censée se produire. Le concept central, c'est celui du fantôme psychique. C'est un terme qui a été créé par les psychanalystes Maria Torok et Nicolas Abraham. En gros, c'est ça, cet héritage émotionnel, cette blessure non guérie d'un ancêtre qui continue de hanter ses descendants. Et ce fantôme ne sort pas de nulle part. Sa naissance suit un processus assez précis en 4 tons. Tout commence par un traumatisme, un événement souvent inavouable, honteux, on le tait, on l'enterre, l'émotion est refoulée et finit par former ce que les théoriciens appellent une crypte psychique. Et c'est ce secret, enfermé dans sa crypte, qui va se transmettre, inconsciemment. Pour faire une analogie, on pourrait voir ça comme une sorte d'épigénétique, mais psychologique. L'idée que l'environnement et le vécu d'un ancêtre puissent laisser une trace, non pas sur les gènes eux-mêmes, mais sur la manière dont la vie de ses descendants va s'exprimer. Bon, mais alors, comment on fait pour partir à la recherche de ces fantômes? Par où commencer? En fait, l'outil principal est beaucoup plus familier qu'on ne le croit. L'outil, c'est l'arbre généalogique. Mais attention, on ne le regarde pas de la même façon. La généalogie classique demande qui, quand, où. La psychogénéalogie, elle, va poser des questions différentes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se répète? Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas dit? C'est un vrai travail de détective psychologique. Cet arbre un peu spécial s'appelle un génosociogramme. Le but, c'est de dessiner une carte, non pas juste des noms et des dates, mais du paysage émotionnel de la famille. On y note les événements marquants, les morts précoces, les maladies, les mariages, les divorces, et bien sûr, on essaye de repérer les secrets, les non-dits. Une fois qu'on a cette carte sous les yeux, le vrai travail commence. Il faut apprendre à la lire, à y déceler les indices, les schémas qui se répètent, parfois de façon troublante, d'une génération à l'autre. L'un des indices les plus connus et les plus frappants, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'anniversaire. C'est l'idée que des événements importants, que ce soit des accidents, des maladies ou même des réussites, ont tendance à survenir à un âge qui fait écho à un traumatisme vécu par un ancêtre à ce même âge. Regardons cet exemple. C'est très parlant. En 1950, un grand-père meurt brutalement, il a 52 ans. 35 ans plus tard, son fils, le père, traverse une énorme crise professionnelle qui brise sa carrière. Il a 52 ans. Et encore 40 ans après, le descendant ressent une anxiété terrible, inexplicable, à 52 ans. C'est comme une dette invisible qui vient sonner à la porte, toujours au même âge symbolique. Mais les dates ne sont pas le seul indice. Il faut aussi être attentif aux prénoms qui se répètent, aux petites phrases familiales qu'on se transmet sans trop savoir pourquoi, aux maladies qui touchent toujours la même branche, aux coïncidences bizarres et surtout au silence, aux trous dans l'histoire familiale. C'est souvent là que se cachent les secrets. Et tous ces schémas finissent par révéler ce qu'on appelle un mot d'ordre. C'est une sorte de mission d'ordre inconscient qui est transmis. Par exemple, une phrase comme « Dans cette famille, les cadets réussissent toujours mieux ». Ça a l'air de rien, mais c'est comme le programme du fantôme, une injonction qui va dicter, en silence, des pans entiers de la vie d'un descendant. Ok, alors une fois qu'on a mis le doigt sur ces fantômes, qu'on a commencé à décrypter leurs messages, on fait quoi? Quelle est la suite? Parce que le but de toute cette exploration, ce n'était évidemment pas de remuer le passé pour le plaisir de chercher des coupables ou de rester coincé dans les vieilles histoires. Pas du tout. L'objectif premier, et c'est crucial, c'est de comprendre, pas de blâmer. Juste de mettre de la conscience là où il n'y avait que de l'ombre, de la lumière là où il n'y avait que du silence. Et c'est là que la magie peut opérer, car en rendant l'inconscient conscient, en mettant un nom sur le fantôme, en comprenant son histoire, on peut briser le cycle, on peut se libérer du schéma hérité. Au fond, tout ce travail permet de faire la part des choses, de séparer son propre destin de celui de ses ancêtres. Et ça, c'est la plus grande liberté, celle de pouvoir enfin commencer à écrire sa propre histoire. Ça laisse songeur, non? Quelle histoire, dans chaque famille, attend silencieusement d'être enfin révélée?